Chapitre 3. Il était décevant de n'avoir pu rapporter à la fin de cette journée quelque importante affirmation, quelque fait authentique. Les femmes, dit-on, sont plus pauvres que les hommes, pour telle ou telle raison. Peut-être vaudrait-il mieux renoncer à chercher la vérité et à recevoir sur la tête une avalanche d'opinions chaudes comme lave et décolorées comme eau de vaisselle. Ne vaudrait-il pas mieux tirer les rideaux, laisser au dehors les distractions, allumer la lampe, restreindre l'enquête et demander à l'historien, qui enregistre non pas des opinions mais des faits, de décrire les conditions dans lesquelles les femmes vivaient, non pas à travers les siècles, mais en Angleterre, au temps d'Élisabeth, par exemple. Pourquoi aucune femme, quand un homme sur deux, semble-t-il, était capable de faire une chanson ou un sonnet, n'a écrit un mot de cette extraordinaire littérature, reste pour moi une énigme cruelle. Quelles étaient les conditions de vie des femmes, me demandai-je, car la fiction, œuvre d'imagination s'il en est, n'est pas déposée sur le sol tel un caillou comme le pourrait être la science. Le roman est semblable à une toile d'araignée, attachée très légèrement peut-être, mais enfin attachée à la vie par ses quatre coins. Souvent les liens sont à peine perceptibles. Les pièces de Shakespeare, par exemple, semblent être suspendues tout naturellement, sans aucune aide. Mais quand la toile est tirée sur le côté, arrachée sur ses bords, déchirée en son milieu, on se souvient que ces toiles ne sont pas tissées dans le vide par des créatures incorporelles, mais sont l'œuvre d'une humanité souffrante et liée à des choses grossièrement matérielles, telles la santé et l'argent ou les maisons où nous vivons. Je me dirigeai donc vers le rayon où sont rangés les livres d'histoire, et pris l'un des plus récents, l'Histoire d'Angleterre, du professeur Trevelyan. Une fois de plus, je cherchais femme, trouvais situation des, et ouvris à la page indiquée. Battre sa femme, lus-je, était alors pour l'homme un droit reconnu que riches et pauvres exerçaient sans vergogne. Sur le même plan, poursuivait l'historien, la fille qui refusait de se marier avec un monsieur choisi par ses parents s'exposait à être enfermée, battue et traînée dans sa chambre sans que l'opinion publique s'en scandalisât. Le mariage n'était pas une affaire d'affection personnelle, mais de cupidité familiale, et cela surtout dans la chevaleresque classe noble. Les fiançailles avaient souvent lieu quand l'une des parties, ou toutes deux, était encore au berceau, et le mariage était célébré quand elles pouvaient à peine se passer des soins de leur nourrice. Les choses en étaient là, vers 1470, peu de temps après l'époque de Chaucer. La prochaine mention faite de la situation des femmes se référait au temps des Stuarts, 200 ans plus tard. Il était encore exceptionnel pour les femmes des classes supérieures et moyennes de choisir leur époux. Une fois le mari désigné, il devenait seigneur et maître, autant du moins que la loi et les coutumes le permettaient. Et pourtant, même dans ces conditions, conclut le professeur Trevelyan, ni les femmes de Shakespeare, ni celles des authentiques mémoires du XVIIe siècle, comme ceux de Vernet et ceux des Hutchinson, ne semblent manquer de personnalité et de caractère. Certes, à y bien réfléchir, Cléopâtre devait avoir des façons à elle. Lady Macbeth, on peut le supposer, avait sa volonté. Rosalinde, pourrait-on croire, était une jeune fille charmante. Le professeur Trevelyan est dans le vrai quand il constate que les femmes de Shakespeare ne semblent manquer ni de personnalité ni de caractère. Quand on n'est pas un historien, on peut même aller plus loin et dire que les femmes flamboient comme des phares dans les œuvres de tous les poètes depuis l'origine des temps. Clytemnestre, Antigone, Cléopâtre, Lady Macbeth, Phèdre, Cressida, Rosalinde, Desdémone, la duchesse d'Amalfi dans les drames, puis dans les œuvres en prose, Millamant, Clarisse, Becky Sharp, Anna Karénine, Emma Bovary, Madame de Guermantes. Les noms me viennent à l'esprit en foule et n'évoquent pas des femmes manquant de personnalité et de caractère. Vraiment, si la femme n'avait d'existence que dans les œuvres littéraires masculines, on l'imaginerait comme une créature de la plus haute importance, diverse, héroïque et médiocre, magnifique et vile, infiniment belle et hideuse à l'extrême, avec autant de grandeur que l'homme, davantage même de la vie de quelques-uns. Mais il s'agit là de la femme à travers la fiction. En réalité, comme l'a indiqué le professeur Trevelyan, la femme était enfermée, battue et traînée dans sa chambre. Un être étrange, composite, fait ainsi son apparition. En imagination, elle est de la plus haute importance. En pratique, elle est complètement insignifiante. Elle envahit la poésie d'un bout à l'autre. Elle est, à peu de choses près, absente de l'histoire.
Dans la fiction, elle domine la vie des rois et des conquérants. En fait, elle était l'esclave de n'importe quel garçon dont les parents avaient exigé qu'elle portât l'anneau à son doigt. Quelques-unes des paroles les plus inspirées, quelques-unes des pensées les plus profondes de la littérature tombent de ses lèvres. Dans la vie pratique, elle pouvait tout juste lire, à peine écrire, et était la propriété de son mari. C'est certes un monstre étrange, celui que l'on conçoit en lisant tout d'abord les historiens, puis les poètes. Un vermisseau qui aurait des ailes d'ange, l'âme de la vie et de la beauté, en train de hacher menu quelques morceaux de lard dans sa cuisine. Mais ces monstres, si amusants soient-ils pour l'imagination, n'ont pas d'existence réelle. Ce qu'il faudrait faire pour donner vie à la femme, ce serait la concevoir sous un jour poétique et prosaïque en un seul et même instant, gardant ainsi le contact avec la réalité. Penser qu'elle est Madame Martin, âgée de 36 ans, habillée de bleu, portant un chapeau noir et des souliers bruns, sans perdre cependant de vue la fiction qui fait d'elle un vase où, sans cesse, coulent étincelants les esprits et les élans les plus divers. Pourtant, si l'on tente d'appliquer cette méthode à la femme de l'époque élisabéthaine, une lumière fait défaut. On est gêné par la pauvreté des faits. Nous ne savons rien qui soit précis, rien qui soit parfaitement vrai, substantiel sur la femme. L'histoire la mentionne à peine. Et je m'adressais à nouveau au professeur Trevelyan pour savoir quelle était sa conception de l'histoire. Et j'ai trouvé, en regardant les têtes de chapitre, qu'il la comprenait ainsi. La cour du château et les méthodes de culture en plein champ. Les cisterciens et l'élevage des moutons. Les croisades. L'université. La chambre des communes. La guerre de Cent Ans. La guerre des Deux Roses. Les érudits de la Renaissance. La dissolution des monastères. Le conflit agraire et religieux, l'origine de la puissance maritime de l'Angleterre, la Grande Armada, etc. De temps en temps, une femme précise est mentionnée, une Élisabeth ou une Marie Stuart, une reine ou une grande dame. Mais jamais une femme de la classe moyenne, n'ayant à sa disposition que son intelligence et son caractère, n'a pu participer à l'un quelconque des grands mouvements qui, rapprochés, constituent la vue de l'historien sur le passé. Et nous ne trouverons pas non plus la femme dans les collections d'anecdotes d'Aubrey. Jamais elle n'écrivait leur mémoire. Rarement elle tint un journal. On ne possède d'elle qu'une poignée de lettres. Elles ne laissèrent ni drames ni poèmes sur lesquels nous puissions les juger. Ce dont on a besoin, pensais-je, c'est une masse de renseignements. Et pourquoi quelques brillants étudiants de Newnham ou de Girton ne nous la procureraient-ils pas? À quel âge se mariait-elle? Combien d'enfants avait-elle en général? À quoi ressemblait leur maison? Disposait-elle d'une chambre à elle? Faisait-elle la cuisine? Pouvait-elle avoir une domestique? Toutes ces précisions se trouvent quelque part, dans les registres communaux et les livres de comptes, sans doute. La vie de la femme moyenne sous le règne d'Élisabeth doit être dispersée en de multiples endroits. Ne pourrait-on pas rassembler ces éléments épars et en faire un livre? C'est là une ambition qui dépasse mon audace, pensais-je, tout en cherchant sur les rayons des livres qui ne s'y trouvaient pas, que de suggérer aux étudiants de ces fameuses facultés de réécrire l'histoire. Il me semble pourtant bien reconnaître que l'histoire telle qu'elle est semble un peu bizarre, irréelle et bâtie de guingois. Mais pourquoi n'ajouterait-on pas un supplément à l'histoire? Supplément auquel on donnerait bien entendu un nom sans importance pour que les femmes y puissent figurer sans inconvenance. Car souvent on les entrevoit dans la vie des grands, passant en toute hâte à l'arrière-plan, dissimulant, j'imagine, un clignement d'œil, un rire, peut-être une larme. Et après tout, nous avons un nombre respectable de biographies de Jane Austen. Il semble à peine nécessaire d'examiner à nouveau l'influence des tragédies de Joanna Baillie sur la poésie d'Edgar Allan Poe. Quant à moi, je ne verrai pas d'inconvénient à fermer pour au moins un siècle les diverses demeures de Mary Russell Mitford. Mais ce qui me semble déplorable, continuai-je, regardant de nouveau du côté des rayons, c'est qu'on ne sache rien qui concerne les femmes avant le XVIIIe siècle. Rien ne me permet de savoir si je dois m'adresser ici ou là. Me voici en train de me demander pourquoi, à l'époque élisabéthaine, les femmes n'écrivaient pas de poésie. Et je ne suis pas seulement sûre de la façon dont elles étaient élevées. Leur apprenait-on à écrire? Avait-elle un salon personnel?
Combien de femmes avaient-elles des enfants avant leur 21e année? En un mot, que faisaient-elles de 8 heures du matin à 8 heures du soir? Elles n'avaient pas d'argent, c'est certain. Selon le professeur Trevelyan, elles étaient mariées, que cela leur plût ou non, avant même leur sortie de la nurserie, vers 15 ou 16 ans, probablement. Il lui était bien étrange, d'après ce tableau, de voir l'une d'elles, soudain, se mettre à écrire les pièces de Shakespeare, me dis-je en conclusion. Et je pensais à ce vieux monsieur, mort maintenant, mais qui était, je crois, évêque. Il déclarait qu'il était impossible qu'une femme ait eu dans le passé, ait dans le présent ou dans l'avenir le génie de Shakespeare. Il adressait aux journaux des articles sur ce sujet. C'est lui aussi qui déclara à une dame qui s'était renseignée auprès de lui qu'en vérité les chats n'allaient pas au ciel, bien que, ajouta-t-il, ils aient une certaine forme d'âme. Quelle somme de réflexion ces vieux monsieur ont dépensé pour notre salut! Comme les bornes de l'ignorance ont reculé à leur approche. Les chats ne vont pas au ciel, les femmes ne peuvent pas écrire des pièces de Shakespeare. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais m'empêcher de penser, tout en regardant les œuvres de Shakespeare sur le rayon, que l'évêque avait raison, du moins sur ce point. Il aurait été impensable qu'une femme écrivît les pièces de Shakespeare à l'époque de Shakespeare. Laissez-moi imaginer, puisque les faits précis sont si difficiles à établir, ce qui serait arrivé si Shakespeare avait eu une sœur merveilleusement douée, appelée, mettons, Judith. Shakespeare lui-même fréquentait vraisemblablement, sa mère était une héritière, une école où on lui enseignait le latin, Ovide, Virgile et Horace, et les éléments de la grammaire et de la logique. Nous savons tous que c'était un garçon déchaîné qui braconnait les lapins, tirait peut-être sur les cerfs, et fut contraint d'épouser, plutôt qu'il n'aurait fallu, une femme du voisinage qui lui donna un enfant plus vite qu'elle n'aurait dû. Cette aventure le contraignit à tenter sa chance à Londres. Il avait, semble-t-il, du goût pour le théâtre. Il commença sa carrière en tenant les chevaux devant l'entrée des artistes. Peu après, il trouva du travail au théâtre, devint un acteur en vogue et vécut au centre de l'univers, rencontrant tout le monde, pratiquant son art sur les planches, exerçant son esprit dans les rues, et trouvant même accès au palais de la reine. Pendant ce temps, sa sœur, si merveilleusement douée, nous sommes dans le domaine des suppositions, restait à la maison. Elle avait autant que son frère le goût de l'aventure, était, comme lui, pleine d'imagination et brûlait du désir de voir le monde tel qu'il était. Mais on ne l'envoya pas étudier en classe. Elle n'eut pas l'occasion d'étudier la grammaire et la logique, moins encore celle de lire Horace ou Virgile. De temps à autre, elle attrapait un livre, un des livres de son frère peut-être, lisait quelques pages. Mais arrivaient alors ses parents qui lui disaient de raccommoder les chaussettes ou de surveiller le ragoût, et de ne pas perdre son temps avec des livres et des papiers. Sans doute lui parlait-il sévèrement, mais avec beaucoup de bonté, car c'étaient des gens pratiques, connaissant les conditions de vie d'une femme et aimant leur fille, qui était très vraisemblablement la prunelle des yeux de son père. Peut-être griffonnait-elle quelques pages en cachette dans le fruitier, mais elle avait bien soin, alors, de les cacher ou de les mettre au feu. Mais bientôt, cependant, avant même qu'elle eût atteint sa 20e année, on la fiança au fils du négociant en laine du voisinage. Elle pleura, criant que le mariage lui faisait horreur, ce pourquoi son père la frappa durement. Puis il cessa de la gronder et la supplia de ne pas lui faire de tort et de ne pas le couvrir de honte dans cette histoire de mariage. Il allait, lui dit-il, lui offrir un collier de perles et un joli jupon. Et disant cela, il avait les larmes aux yeux. Comment pouvait-elle lui désobéir? Comment pouvait-elle briser le cœur de son père? Mais la puissance du génie de cette fille la poussait à la révolte. Elle fit un paquet de ce qu'elle possédait, se laissa glisser le long d'une corde par une nuit d'été et prit la route de Londres. Elle n'avait pas 17 ans. Les oiseaux qui chantaient dans la haie n'étaient pas plus harmonieux qu'elle. Elle avait l'imagination la plus vive, le même don que son frère pour la musique des mots. Comme lui, elle avait du goût pour le théâtre. Elle se tint devant l'entrée des artistes. Elle voulait, disait-elle, jouer. Les hommes se moquaient d'elle. Le directeur, un gros homme aux lèvres pendantes, éclata de rire. Il aboya quelque chose concernant les caniches qui dansent et les femmes qui jouent. Aucune femme, lui déclara-t-il, ne saurait être actrice. Il fit allusion à ce que vous devinez. Il était impossible à la jeune fille d'apprendre son art. Pouvait-elle même se mettre en quête d'un dîner dans une taverne ouvrée dans les rues à minuit?
Et pourtant, elle était génialement douée pour la fiction et brûlait du désir de se repaître de la vie des hommes et des femmes, d'étudier leurs divers comportements. En fin de compte, car elle était très jeune et son visage ressemblait étrangement à celui de Shakespeare le poète, elle avait les mêmes yeux et les mêmes sourcils arqués. En fin de compte, Nick Green, l'acteur-directeur, la prit en pitié. Elle se trouva enceinte de ce monsieur et qui peut évaluer l'ardeur et la violence d'un cœur de poète quand ce cœur habite le corps d'une femme est intimement lié à lui. Se tua par une nuit d'hiver et repose à quelques croisements où les omnibus s'arrêtent à présent, devant l'Elephant and Castle. Je crois que c'est, à peu de choses près, ainsi que l'histoire se serait déroulée, si une femme au temps de Shakespeare avait eu le génie de Shakespeare. Pour moi, je suis d'accord avec le défunt évêque. Si tel était le destin des femmes, il est certes impensable qu'une femme au temps de Shakespeare ait eu le génie de Shakespeare. Car un génie, comme celui de Shakespeare, n'est pas né parmi des gens en train de se livrer à un travail pénible, au milieu d'être grossiers et d'esclaves. Il ne naquit pas en Angleterre parmi les Saxons et les Bretons. Il ne naît pas aujourd'hui dans les classes ouvrières. Comment, alors, eût-il pu naître parmi les femmes dont le travail commençait, selon le professeur Trevelyan, presque avant leur sortie de la nurserie, qui étaient contraintes à ce travail par leurs propres parents, qui étaient maintenues à leur tâche par la puissance de la loi et des coutumes. Et pourtant, certaines formes de génie ont dû exister parmi les femmes, comme aussi dans les classes ouvrières. De temps à autre, une Émilie Brontë ou un Robert Burns éclatent et révèlent la présence d'un génie. Mais, à coup sûr, il ne pouvait alors aller jusqu'à se manifester en écrivant. Si bien que, chaque fois qu'il est question de sorcières, à qui on fit prendre un bain forcé, ou de femmes possédées par les démons, ou de rebouteuses qui vendirent des herbes, ou même d'un homme de talent dont la mère fut remarquable, je me dis que nous sommes sur la trace d'un romancier, d'un poète qui ne se révéla pas, de quelque Jane Austen, silencieuse et sans gloire, de quelque Émilie Brontë qui se fit sauter la cervelle sur la lande, ou qui, rendue folle et torturée par son propre génie, courut, le visage convulsé par les chemins. Vraiment, j'aimerais aller jusqu'à supposer que cette anonyme qui a écrit tant de poèmes sans les signer était souvent une femme. Ce furent des femmes, ainsi qu'Edward Fitzgerald, je crois l'a suggéré, qui créèrent les ballades, les chansons populaires, les fredonnant à leurs enfants, les chantant pour charmer leurs travaux de fileuse ou pour tromper les longues nuits d'hiver. Tout cela est peut-être faux, peut-être vrai, qui pourrait le dire? Mais ce qui semble vrai, quand je pense à l'histoire de la sœur de Shakespeare, telle que je vous l'ai contée, c'est que n'importe quelle femme née au XVIe siècle et magnifiquement douée serait devenue folle, se serait tuée ou aurait terminé ses jours dans quelque chaumière éloignée de tout village, mi-sorcière, mi-magicienne, objet de crainte et de dérision. Car point n'est besoin d'être grand psychologue pour se convaincre qu'une fille de génie, qui aurait tenté de se servir de son don poétique, aurait été à tel point contrecarrée par les autres, torturée et tiraillée en tous sens par ses propres instincts, qu'elle aurait perdu santé et raison. Aucune fille n'aurait pu se rendre à pied à Londres, se tenir à l'entrée des artistes et forcer son chemin jusqu'auprès des acteurs-directeurs, sans se faire violence et sans être suppliciée par une souffrance illogique peut-être, car il se peut que la chasteté ne soit qu'un tabou inventé par certaines sociétés pour des causes inconnues, mais qui n'en était pas moins inévitable. La chasteté avait alors, elle a même encore maintenant, une importance religieuse dans la vie d'une femme, et elle s'est à ce point enveloppée de nerfs et d'instincts que pour la détacher et l'amener à la lumière du jour, il faudrait un courage des plus rares. Une vie libre, à Londres, au XVIe siècle, aurait impliqué pour une femme poète et auteur dramatique une tension nerveuse et un déchirement tel qu'il l'aurait sans doute tuée. Eût-elle survécu, tout ce qu'elle eût écrit, découlant d'une imagination faussée et morbide, en eût été déformé et contrefait. Et sans doute, pensais-je, regardant le rayon où ne se trouve point de pièces écrites par des femmes, n'aurait-elle pas signé ses œuvres? Ce refuge de l'anonymat, elle l'aurait certainement recherché. C'est un reliquat du sens de la chasteté qui incita jusqu'au XIXe siècle les femmes à garder l'anonymat. Currer Bell, George Eliot, George Sand, toutes, victimes du conflit intérieur comme en témoignent leurs écrits, cherchèrent en vain à se voiler en se servant d'un nom d'homme. Elles rendaient ainsi hommage à cette convention qui,
si elle n'a pas été créée par l'autre sexe, a du moins été si fortement encouragée par lui. Et la plus grande gloire pour une femme est qu'on ne parle pas d'elle, disait Périclès, qui était, lui, un des hommes dont on parla le plus. Que toute publicité les concernant est détestable. L'anonymat court dans leurs veines. Le désir d'être voilées les possède encore. Même aujourd'hui, elles sont loin d'être aussi préoccupées que les hommes par le soin de leur gloire, et, en général, peuvent passer devant une pierre tombale ou un poteau indicateur sans éprouver l'irrésistible désir d'y graver leur nom. Ce à quoi Alf, Berthe ou Tchass sont contraints, poussés par cet instinct qui les fait grogner dès qu'ils voient passer une belle femme ou même un chien. Ce chien est à moi. Et, bien entendu, il ne s'agit peut-être pas d'un chien, pensais-je, me souvenant de Parliament Square, de la Sitges Alley et d'autres avenues. Il peut s'agir d'un lopin de terre ou d'un homme aux cheveux noirs et bouclés. C'est là l'une des plus grandes supériorités de la femme que de pouvoir passer, fût-ce à côté d'une belle négresse, sans vouloir en faire une anglaise. Cette femme, donc, née au XVIe siècle et douée pour la poésie, était une femme malheureuse. Une femme en lutte contre elle-même. Les conditions de sa vie, ses propres instincts, étaient contraires à l'état d'esprit qui permet de libérer les créations du cerveau et de leur donner vie. Mais quel est donc l'état d'esprit le plus propice à l'acte de création, me demandai-je. Peut-on avoir une idée de l'état qui favorise et rend possible cette étrange activité? C'est alors que j'ouvris un volume contenant les tragédies de Shakespeare. Quel était l'état d'esprit de Shakespeare, par exemple, quand il écrivit Le Roi Lear et Antoine et Cléopâtre? C'était assurément l'état d'esprit le plus favorable à la poésie qui ait jamais existé. Mais Shakespeare lui-même ne nous en a rien dit. C'est par hasard que nous savons que jamais il n'effaçait une ligne. À vrai dire, rien jamais n'a été dit par l'artiste lui-même sur son état d'esprit, jusque sans doute au XVIIIe siècle. Il se peut que Rousseau ait été le premier à parler de ces choses. Quoi qu'il en soit, vers le XIXe siècle, la conscience de soi s'était développée au point que d'écrire leurs états d'âme dans des confessions et des autobiographies devint une habitude des hommes de lettres. Ce devint aussi une coutume d'écrire leur biographie et de publier leurs lettres après leur mort. Aussi, bien que nous ne sachions rien des états d'âme de Shakespeare écrivant Le Roi Lear, nous n'ignorons rien de ceux de Carlyle élaborant la Révolution française, nous connaissons les tourments de Flaubert écrivant Madame Bovary, et ceux de Keats quand il essaya de composer des poèmes malgré l'approche de la mort et l'indifférence du monde. Et cette énorme littérature moderne de confession et d'auto-analyse permet de déduire qu'écrire une œuvre géniale est presque toujours un exploit d'une prodigieuse difficulté. Tout semble s'opposer à ce que l'œuvre sorte entière et achevée du cerveau de l'écrivain. Les circonstances matérielles lui sont en général hostiles. Des chiens aboient, des gens viennent interrompre le travail, il faut gagner de l'argent, la santé s'altère. De plus, l'indifférence bien connue du monde aggrave ces difficultés et les rend plus pénibles. Le monde ne demande pas aux gens d'écrire des poèmes, des romans ou des histoires. Il n'a aucun besoin de ces choses. Peu lui importe que Flaubert trouve le mot juste ou que Carlyle vérifie scrupuleusement tel ou tel événement. Et bien entendu, il ne paye point ce dont il n'a cure. C'est pourquoi l'écrivain, qu'il soit Keats, Flaubert ou Carlyle, est atteint de toutes les formes de déséquilibre et de découragement, et cela surtout pendant les années fécondes de la jeunesse. Une malédiction, un cri de douleur s'élève de leurs livres d'analyse et de confession. Grands poètes morts dans la misère, tel est le refrain de leur chant. Si, en dépit de toutes ces difficultés, quelque chose naît, c'est miracle. Et sans doute aucun livre ne vient-il au jour aussi pur et aussi achevé qu'il fut conçu. Mais les difficultés, pensais-je, regardant les rayons vides, étaient infiniment plus terribles quand il s'agissait de femmes. Et tout d'abord, il était hors de question qu'elles eussent une pièce personnelle. Ne parlons pas d'une pièce tranquille ou à l'abri du bruit, à moins que leurs parents ne fussent exceptionnellement riches ou de grande noblesse, et cela jusqu'au début du XIXe siècle. Puisque leur argent de poche, qui dépendait du bon vouloir de leur père, ne suffisait qu'à leur permettre de s'habiller, elles étaient privées de ces douceurs qu'obtenaient même Keats ou Tennyson ou Carlyle, tous trois pauvres cependant. Petite excursion, petit voyage en France, logement séparé qui, même assez misérable, les mettait à l'abri des exigences et des tyrannies familiales. Les difficultés matérielles auxquelles les femmes se heurtaient étaient terribles. Mais bien pire était pour elles
les difficultés immatérielles. L'indifférence du monde que Keats et Flaubert et d'autres hommes de génie ont trouvé dur à supporter était, lorsqu'il s'agissait de femmes, non pas de l'indifférence, mais de l'hostilité. Le monde ne leur disait pas ce qu'il disait aux hommes. « Écrivez si vous le voulez, je m'en moque. » Le monde leur disait, avec un éclat de rire, « Écrire ? Pourquoi écririez-vous » C'est ici que les psychologues de Newnham et de Girton pourraient venir à notre aide, me dis-je, fixant à nouveau les espaces vides sur les rayons. Car il serait sûrement bon de vérifier l'effet du découragement sur l'esprit de l'artiste. Comme j'ai vu une société laitière expérimenter sur un rat l'effet du lait ordinaire et celui du lait de première qualité. On mit 2 rats dans des cages placées l'une à côté de l'autre, l'un des 2 devint timide, chétif et ne grandit point, l'autre devint luisant, hardi et gras. Eh bien, de quel aliment nourrissons-nous les femmes artistes ? Me demandai-je, me rappelant, je suppose, le dîner aux prunes et à la crème. Pour répondre à ma question, je n'avais qu'à ouvrir le journal du soir et lire que Lord Birkenhead est d'avis, mais vraiment je ne vais pas me donner la peine de recopier l'avis de Lord Birkenhead sur les écrits des femmes. Ce que dit le doyen Inch, je n'y toucherai pas. Le spécialiste de Harley Street peut éveiller les échos de Harley Street avec ses vociférations, cela ne fera pas se dresser un cheveu de ma tête. Je veux pourtant citer M. Oscar Browning, parce que M. Oscar Browning fut, autrefois, un grand personnage à Cambridge, et aussi examinateur à Girton et Newnham. M. Oscar Browning avait coutume de déclarer que l'impression laissée sur son esprit après avoir parcouru n'importe quelle catégorie de copies d'examen, indépendamment des notes à leur attribuer, était celle-ci. La meilleure des femmes est intellectuellement inférieure au pire des hommes. Après avoir ainsi parlé, M. Browning retourna dans son appartement. Et c'est ce qui va suivre qui le rend aimable et fait de lui un être humain de quelque poids et majesté. Il retourna dans son appartement et trouva là un garçon d'écurie étendu sur son canapé. Un vrai squelette aux joues creuses et blêmes, aux dents noires et qui ne semblait pas avoir l'entier usage de ses membres. « Voici Arthur, dit M. Browning. Vraiment, quel beau garçon et quelle noblesse d'âme. » Ces 2 tableaux m'ont toujours semblé se compléter l'un l'autre. Et heureusement, en ce siècle de biographie, ces 2 tableaux se complètent souvent. Si bien que nous sommes à même d'interpréter les opinions des grands hommes, non seulement d'après leurs paroles, mais aussi d'après leurs actes. Ce contrôle est possible de nos jours, mais imaginez, il y a seulement 50 ans, le poids d'une opinion comme celle de M. Oscar Browning, sortant de la bouche d'hommes plein d'autorité. Imaginez un père qui, au nom des plus nobles motifs, n'eût pas voulu voir sa fille quitter la maison pour devenir écrivain, peintre ou savant. « Vois donc ce que déclare M. Oscar Browning » aurait-il sans doute dit. Et M. Oscar Browning n'était pas seul. Il y avait la Saturday Review, il y avait M. Gregg. La caractéristique de la femme, disait avec emphase M. Gregg, c'est d'être entretenue par l'homme et d'être à son service. Il existait une masse immense de déclarations masculines tendant à démontrer qu'on ne pouvait rien attendre intellectuellement d'une femme. Même si son père ne lui faisait pas lecture de ces déclarations, toute fille pouvait les lire. Et cette lecture, même au XIXe siècle, devait diminuer sa vitalité et affecter profondément son œuvre. Quoi qu'il arrivât, cette affirmation existait. Vous ne pouvez faire ceci, vous êtes incapable de faire cela. Et il fallait protester contre elle, il fallait la surmonter. Il est probable qu'en ce qui concerne les romancières, ce virus n'est plus aujourd'hui d'une grande nocivité, car il y a eu parmi les femmes des romancières de valeur. Mais contre les femmes peintres, il doit avoir gardé quelque efficacité. Et en ce qui concerne les musiciennes, il semble avoir conservé, même à l'heure actuelle, toute sa virulence. La femme compositeur occupe aujourd'hui la place qu'occupait l'actrice au temps de Shakespeare. Nick Green, pensais-je, me remémorant l'histoire que j'avais inventée à propos de la sœur de Shakespeare, disait qu'une actrice lui faisait penser à un chien qui danse. Johnson, 200 ans plus tard, répéta cette phrase en l'appliquant aux femmes qui prêchaient. Et voici, dis-je, ouvrant un livre traitant de musique, ces mêmes mots appliqués de nouveau, en cette année de grâce 1928, aux femmes qui essayent de composer des œuvres musicales. À propos de mademoiselle Germaine Taillefer, on ne peut que répéter les paroles du docteur Johnson concernant une femme prêcheuse, en les transposant aux termes de musique. Monsieur, une femme qui compose, est semblable à un chien qui marche sur ses pattes de derrière. Ce qu'il fait n'est pas bien fait,
mais vous êtes surpris de le voir faire. Tant l'histoire se répète avec fidélité. Donc, dis-je en conclusion, refermant la biographie de M. Oscar Browning et repoussant les autres livres, donc même au XIXe siècle, on n'encourageait pas les femmes à devenir des artistes. Au contraire, on les humiliait, on les souffletait, les sermonnait et les exhortait. La nécessité où elles se trouvèrent de s'opposer à ceci, de désapprouver cela, a dû tendre leurs nerfs à l'extrême et diminuer leur force vitale. Car ici, nous nous approchons de ce complexe masculin, une fois encore si intéressant et obscur, qui eut une telle influence sur l'évolution des femmes, le désir profondément enraciné en l'homme, non pas tant qu'elle soit inférieure, mais plutôt que lui soit supérieur. Désir qui l'incite à se placer de façon à attirer tous les regards, non seulement dans le domaine de l'art, et à transformer la politique en chasse gardée, même quand le risque qu'il court semble infime et la suppliante humble et dévouée. Jusqu'à Lady Bessborough, qui, je m'en souviens, malgré toute sa passion pour la politique, dut s'incliner humblement et écrire à Lord Granville Leveson Gower « Nonobstant toute ma violence en politique et mes discours à ce propos, je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait que ce n'est pas affaire de femme que de se mêler de politique ou de toute autre affaire sérieuse, en allant plus loin que donner son avis, si on le lui demande. Si bien que, pour épuiser son enthousiasme dans un domaine où il ne rencontre aucune sorte d'obstacle, elle poursuit en parlant de ce sujet d'une importance capitale, le premier discours de Lord Granville à la Chambre des communes. Ce spectacle est certainement étrange, pensai-je. L'histoire de l'opposition des hommes à l'émancipation des femmes est plus intéressante peut-être que l'histoire de cette émancipation elle-même. Quel livre amusant on pourrait faire si quelques jeunes étudiants de Girton ou Newnham s'avisaient d'en réunir les matériaux et d'en tirer une théorie. Mais il faudrait à cette étudiante de gros gants pour couvrir ses mains et des barreaux pour la protéger contre la tentation de l'or massif. Mais les choses qui nous amusent aujourd'hui, je me le rappelais en refermant Lady Bessborough, durent jadis être prises au tragique. Les opinions qu'aujourd'hui l'on fourre dans un livre étiqueté Cocotte-Doldom et met en réserve afin d'en faire lecture devant un auditoire choisi durant les soirées d'été, faisaient pleurer naguère, je vous l'assure. Parmi vos grands-mères et arrière-grand-mères, beaucoup pleurèrent toutes les larmes de leurs yeux. Florence Nightingale, dans sa douleur, poussa des cris déchirants, ajoutant qu'il vous est facile, à vous qui avez fréquenté l'université, à vous qui possédez en propre des salons, où sont seulement des chambres à coucher, de dire que le génie devrait dédaigner les opinions de ce genre, que le génie devrait se trouver au-dessus de ce qu'on peut en dire. Malheureusement, ce sont précisément les hommes et les femmes de génie qui prêtent le plus attention à ce que l'on dit d'eux. Souvenez-vous de Keats, souvenez-vous des mots qu'il avait gravés sur sa pierre tombale. Pensez à Tennyson, pensez, mais est-il besoin que je multiplie les preuves du fait indiscutable, bien que fâcheux, qu'il est dans la nature de l'artiste de prêter une attention excessive à ce que l'on dit de lui. La littérature est parsemée d'épaves d'hommes qui prêtèrent une attention disproportionnée aux opinions d'autrui. Et cette susceptibilité qui leur est propre est doublement fâcheuse, pensais-je, revenant à mon enquête première, c'est-à-dire tentant de découvrir quel est l'état d'esprit le plus favorable au travail de création, car l'esprit d'un artiste, afin d'accomplir le prodigieux effort nécessaire pour donner vie à l'œuvre qui est en lui, doit être incandescent comme le fut l'esprit de Shakespeare. C'est du moins ce que je supposais, regardant le livre montrant Antoine et Cléopâtre. Il ne doit plus rencontrer en lui-même d'obstacle ni aucune matière étrangère inassimilée. Car bien que nous déclarions ne rien connaître de l'état d'esprit de Shakespeare, par cette déclaration même, nous disons quelque chose qui a trait à l'état d'esprit de Shakespeare. Peut-être savons-nous si peu de choses concernant Shakespeare, comparé à ce que nous savons de Donne ou de Ben Jonson ou de Milton, parce que ses rancunes, ses dépits et ses antipathies nous sont cachés. Nous ne sommes pas soutenus par quelque révélation qui nous fit penser à l'écrivain. Shakespeare sut chasser de lui et détruire jusqu'à la moindre velléité de protestation, de sermon, jusqu'au moindre désir de proclamer une injustice, de régler un compte, de prendre le monde à témoin de ses épreuves ou de ses griefs. C'est pourquoi sa poésie jaillit de lui en toute liberté, sans se heurter à aucun obstacle. Si jamais un être humain a pu s'exprimer complètement dans son œuvre, ce fut Shakespeare.
Si jamais esprit fut incandescent, merveilleusement libre, pensai-je, me tournant de nouveau vers la bibliothèque, ce fut celui de Shakespeare.